L'idée folle d'un jeune de 24 ans qui se lance dans la vente de chaussures japonaises depuis le coffre de sa voiture aux États-Unis. Un empire qu'il a créé en commençant dans le garage de ses parents. Une histoire très passionnante que Phil Knight, le fondateur de Nike, nous raconte dans son livre L'art de la victoire, son autobiographie. Dans ce livre, Phil Knight nous raconte son parcours et les obstacles sur la route de la concrétisation de ce qu'il appelle son idée folle. Un parcours rempli d'embûches. Et parmi toutes les autobiographies des géants des affaires que j'ai lues, c'est l'un de mes livres préférés. C'est tellement bien écrit que c'est facile à lire. On vit l'aventure avec le créateur. C'est comme si on avait une conversation personnelle avec lui. J'ai lu ce livre il y a 4 ans passés. Je l'ai relu encore en prenant des notes pour faire cette vidéo. C'est un livre rempli de leçons. C'est aussi une véritable source d'inspiration pour tous les entrepreneurs. Il commence son livre au beau milieu d'un footing matinal. Nous sommes en 1962. Ce jour-là, il se réveille comme d'habitude à 4h30 du matin pour faire son jogging. Durant son footing, il pensait à son avenir. Il venait de finir ses études et il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Il n'était pas comme les jeunes de son âge. À 24 ans, il n'avait pas encore eu de copine. Il ne s'était jamais rebellé contre ses parents. Il était le bon fils qui se comportait bien. Celui qui suit tous les conseils de ses parents. Mais il ne savait pas en ce moment-là ce qu'il voulait faire de sa vie. Il savait que ses parents, comme tous les autres parents, voulaient qu'il va à l'école pour avoir des diplômes et trouver un bon boulot. C'était ça la réussite pour ses parents. Son père était quelqu'un qui aimait être bien vu par les autres. Il aimait qu'on le respecte. C'est-à-dire, il a une belle femme, il a un bon travail et il a des enfants qui se comportent bien. Son père accordait une très grande importance au regard des autres. Mais ce jour-là, Phil Knight s'est rappelé que la vie est courte. Donc, il s'est demandé quelle vie vaut la peine d'être vécue. Et voici ce qu'il a dit, que j'ai noté. J'avais toujours soupçonné que le secret du bonheur, l'essence de la beauté, de la vérité, ou de tout ce qui vaut la peine d'être vécu, repose dans ce moment pendant lequel la balle est en suspension. Quand les boxeurs sentent que la cloche va bientôt sonner, quand les coureurs s'approchent de la ligne d'arrivée et que le public se lève comme un seul homme, il y a une sorte de clarté exubérante qui détermine les vainqueurs et les perdants. Et je voulais gagner. C'est ça que je voulais que ma vie soit au quotidien. En gros, il voulait donner un sens à sa vie. Et il s'est rappelé du projet qu'il avait présenté à l'université. Le projet qu'il avait présenté à l'université était sur l'existence d'une opportunité commerciale. Et cette opportunité commerciale était la vente de chaussures de course. Il a soutenu que si les appareils photo japonais avaient révolutionné le marché américain, qui était jusqu'à là dominé par les Allemands, c'est que les chaussures de course japonaises pourraient aussi faire la même chose. Et pour présenter son projet à l'université, il avait lu plusieurs livres sur comment faire le business d'import-export. Donc, s'il doit choisir un travail, il faut que ça soit quelque chose qu'il aime. Mais sa passion était la course à pied. Phil Knight a eu un diplôme de commerce et gestion à la prestigieuse université de Stanford.
Parallèlement à ses études, il pratiquait le sport, l'athlétisme. Il décide donc de faire un tour du monde en passant au Japon pour rencontrer des fournisseurs. Mais il pensait que son père n'allait pas accepter de l'aider pour faire ce tour du monde. Parce que ce n'est pas ce que les enfants des gens qu'on respecte font. Et même à cette époque, plus de 80% des Américains n'avaient jamais voyagé. Et en plus de cela, les Américains avaient bombardé les Japonais il y a quelques années seulement. Les Japonais avaient perdu la guerre contre les Américains. Mais à sa grande surprise, son père a accepté. Parce que pour son père, c'est la dernière chose qu'il doit faire pour clôturer son éducation. Son père a dit qu'il avait toujours voulu faire le tour du monde durant sa jeunesse, mais n'a pas eu l'opportunité de le faire. Lors de son voyage au Japon, il découvre l'entreprise appelée Onitsuka, qui fabrique les chaussures de course appelées Tiger. Il rencontre les dirigeants de cette entreprise, qui conçoit des chaussures de course à un prix moins cher que celles fabriquées par les marques allemandes, Adidas et Puma. À l'époque, Adidas et Puma étaient les leaders du marché en Amérique. Il leur propose d'acheter leurs modèles pour ensuite les vendre sur le marché américain. Ils acceptent et c'est en ce moment-là que les Japonais lui demandent le nom de sa société. Sa société n'était pas encore créée. Et je vais vous lire la réponse que Phil Knight a donnée. J'ai senti une décharge d'adrénaline dans mon sang qui a déclenché une réaction de fuite. J'ai eu l'envie de courir et de me cacher dans ce qui était pour moi l'endroit le plus rassurant au monde. Et en visualisant cette maison, et plus particulièrement ma chambre couverte de rubans bleus et de médailles que j'avais remportées lors de compétitions de course à pied, j'ai répondu au cadre de l'usine Blue Ribbon. Ma société s'appelle Blue Ribbon Sport. Et voilà l'origine du premier nom de Nike. Au retour de son tour du monde, il a attendu pendant 1 an pour pouvoir recevoir sa première commande. Lorsque ses paires de baskets sont arrivées, il allait voir son ancien entraîneur qui s'appelait Bill Bowerman. Bill Bowerman avait une seule obsession, améliorer les chaussures de course de ses athlètes. Phil Knight voulait vendre ses chaussures à son ancien entraîneur et en même temps savoir son avis sur la qualité de ses chaussures. Et c'est comme ça Bill Bowerman, qui aimait ses chaussures, lui propose de le rejoindre dans son projet. Ils investissent tous les deux $500 pour la création de Blue Ribbon Sports. Pour ces $500, il allait voir son père. Son père lui a remis cet argent et lui a dit en même temps que c'est la dernière fois que je te remets de l'argent pour ce projet. Et quand sa commande est arrivée, son père, qui ne croyait pas à son projet, lui a demandé de se trouver un bon boulot au lieu de vendre des chaussures. Et sa mère, qui était assise dans le salon, a attendu ce que son père a dit. Et immédiatement, elle a dit à son fils, « Je vais acheter une de tes chaussures. Combien ça coûte ?» Sa mère a dit ça à haute voix pour se rassurer que son père a entendu ce qu'elle a dit. Et Phil lui a dit, ça coûte $7. En ce moment, Adidas et Puma vendaient leurs chaussures à $9. Et elle a acheté une des chaussures de son fils. Et Phil dit que il voyait sa mère porter ses chaussures pour laver les assiettes. Et c'était un message puissant pour lui qui montrait que, contrairement à son père, elle avait confiance au projet de son fils. Et pendant plus de 6 ans, Phil Knight va acheter et revendre des chaussures japonaises de la compagnie Onitsuka. Il dit que pour vendre ses chaussures, au départ,
il allait voir les magasins de chaussures. Ils ont tous refusé. Ils ont dit que on n'a plus besoin d'une nouvelle paire de chaussures de course. Il y a déjà Adidas et Puma. Donc, il était obligé d'aller vendre ça lui-même autour des stades, durant les entraînements et les compétitions. Et grâce au statut du coach Bill Bowerman dans le monde de l'athlétisme, ils arrivent rapidement à se faire un nom pour vendre leurs chaussures. Phil Knight a commencé ainsi la commercialisation de ses chaussures Tiger. Il se déplaçait en voiture et se rendait au bord des pistes d'athlétisme pour vendre. Et il a décidé de trouver un emploi en parallèle de son activité de vente de chaussures. Il a trouvé un boulot en tant que comptable dans une entreprise. Et cela lui a permis d'investir une grande partie de son salaire dans la croissance de son entreprise. Il a aussi recruté son premier employé en plein temps. C'est en 1967 qu'il a pu ouvrir son premier magasin. Et il a dit quelque chose que j'ai noté. Je vais maintenant vous lire ce qu'il a dit. À l'époque, je lisais tout ce que je pouvais trouver sur les généraux, les samouraïs et les shoguns, en plus des biographies de mes trois principaux héros, Churchill, Kennedy et Tolstoy. Je n'avais aucune admiration pour la violence, mais j'étais fasciné par le leadership dans les conditions les plus extrêmes. La guerre est par définition la situation la plus extrême, mais il existe un parallèle avec le milieu des affaires. Un jour, quelqu'un a dit quelque part que les affaires étaient une guerre sans balles. J'avais tendance à être d'accord. Maintenant, j'aimerais dire ceci. J'ai lu plusieurs biographies des géants des affaires. Et si vous me demandez, est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces géants des affaires? Ma réponse serait oui. Et ce point commun, c'est leur volonté de toujours s'améliorer. L'apprentissage continue. Et ça, c'est parce qu'ils savent que l'investissement en soi-même est celui qui rapporte le plus d'intérêt. Phil Knight travaillait 7 jours sur 7 à réaliser des ventes et faire la promotion de son entreprise. Il y a une citation de Jim Rohn qui dit « L'éducation formelle fera de toi un salarié, mais c'est ton auto-éducation qui fera de toi une personne riche. » C'est ce que tu fais pendant tes temps libres qui va déterminer ton succès ou pas. La plupart des gens passent leur temps libre à faire des choses qui n'ajoutent aucune valeur à leur vie. Combien de personnes sont prêtes à utiliser leur temps libre pour travailler sur leur propre projet? C'est une question à laquelle je vais vous laisser répondre. Mais ce qui est important, c'est que tu dois te former avant d'investir. Tu ne dois pas avoir peur d'investir ton temps et ton argent pour te former. Parce que c'est ce qui rapporte le retour sur investissement le plus élevé. Mais en 1970, les relations entre Phil Knight et les patrons de ses fournisseurs japonais se dégradent. Les livraisons ont de plus en plus de retard et les paires de baskets ne correspondent pas aux demandes. Il avait signé un contrat avec eux qui lui permettait d'être le seul vendeur de leurs chaussures aux États-Unis. Mais ses fournisseurs japonais avaient trouvé d'autres vendeurs aux États-Unis et ils étaient prêts à rompre son contrat. Et pour les dévancer, il décide de créer une nouvelle boîte qui va produire elle-même ses modèles. Et c'est comme ça qu'il a créé sa propre marque sans usine. Il a été le premier à le faire aux États-Unis. Et pour cela, il doit sous-traiter toute sa fabrication là où la main-d'œuvre est moins chère, c'est-à-dire en Asie. Il va donc faire ce que personne n'avait fait avant lui. En ce moment-là,
sa petite entreprise n'avait pas les moyens de produire à grande échelle. Et son fournisseur japonais, qui prend conscience de la situation, l'amène en justice. Mais Phil Knight remporte ce procès parce qu'il a démontré que son fournisseur japonais n'a pas respecté son contrat. Il était supposé être le seul vendeur aux États-Unis, mais son fournisseur a donné le droit à d'autres vendeurs de vendre aux États-Unis. Et Phil Knight a été autorisé de vendre les nouveaux modèles sans payer de préjudice à l'entreprise japonaise. Pour ces nouvelles chaussures, il fallait maintenant choisir un nom et un logo. Et c'est son meilleur ami, son ami de course de fond qui s'appelle Jeff Johnson, qui lui propose le nom Nike, à la suite d'un rêve qu'il a fait. Il dit que le nom lui est apparu pendant qu'il dormait. Phil Knight n'était pas sûr de ce nom, mais il s'est rappelé de son voyage en Grèce, devant le temple d'Athéna Nike. Nike représentait la déesse de la victoire. Et voici comment Phil Knight a été convaincu que c'était un bon nom. Donc le nom a été choisi pour indiquer aux coureurs qu'en possédant des chaussures Nike, il s'équipait pour la victoire. Après avoir trouvé le nom, il a fallu créer un logo. Et ils ont fait appel à une étudiante de Stanford qui s'appelle Caroline Davidson. Ils lui ont demandé de créer un logo qui serait en rapport avec la vitesse et les ailes. Et après 17 heures de travail, elle a produit un logo. La fameuse virgule qui est maintenant reconnue dans le monde entier. Phil Knight dit qu'il n'avait pas aimé le résultat final. Mais comme il n'avait pas le temps et assez d'argent, il n'a pas demandé à faire un autre. Et pour cette création, Caroline a été payée 35 $ seulement. 35 $ pour le logo qui est aujourd'hui le logo célèbre de tous les temps. Un logo qui rapporte aujourd'hui des milliards de dollars. Mais avant la fin de cette vidéo, nous allons voir la surprise que Phil Knight a fait à Caroline en 1983. Alors que la course à pied commençait à devenir un sport grand public, les ventes montaient en flèche et l'offre ne pouvait pas suivre la demande. Dans le même temps, les délais de paiement des fournisseurs impactaient sa trésorerie. Mais il a continué à vendre ses stocks en remboursant sa marge de crédit croissante juste à temps. Puis, il passait une commande pour 2 fois plus de chaussures. Sa banque a constamment fait pression sur lui pour qu'il ralentisse sa croissance, afin de consolider les capitaux propres de son entreprise. Mais Phil Knight s'est concentré sur la croissance. Et en 1975, il a pris une décision qui l'a aidé. C'est-à-dire, il a formé une relation de financement secondaire avec une société commerciale japonaise pour pouvoir l'aider au cas où il aura besoin de financement. Et lorsqu'il a eu une crise de trésorerie particulièrement difficile, sa banque a décidé de retirer sa ligne de crédit qui était à peu près 1 million de dollars. Sa banque principale le laisse tomber. Il frôle la faillite. Mais c'est la société commerciale japonaise qui avait vu le potentiel des activités de Nike qui est venue le sauver en lui remettant des fonds pour combler son déficit de financement. Il a eu aussi le problème des 25 millions demandés par l'État américain suite à une plainte de ses concurrents, un problème de douane. En 1979, il a reçu une amende de 25 millions des douanes américaines. Ils se sont appuyés sur une ancienne loi pour dire qu'il doit ces 25 millions. Il a pris des avocats et il a pu conclure un accord avec le gouvernement américain pour payer seulement 9 millions. Et en 1980, son entreprise est devenue publique avec une valeur de 8 millions de dollars. Mais en 1971, quand il avait décidé de créer sa propre marque, Nike, sa marque était inconnue. Il fallait conquérir
des Américains. En ce moment, il n'avait pas les moyens de payer les grandes campagnes de publicité. Grâce à son ancien entraîneur et son partenaire Bill Bowerman, il s'est appuyé sur Steve Prefontaine, qui était le champion des États-Unis de 5000 mètres. Steve avait des fans qui l'adoraient. En 1973, il a proposé à Steve, contre $5000 de ne porter que Nike. Et c'était la première fois qu'un athlète était payé pour porter une marque. Et c'est comme ça, Steve devient la figure emblématique de Nike. Il a fait connaître Nike dans tout le pays. Résultat, en 1974, plus de 500 000 paires de chaussures sont vendues. L'association avec Steve va porter ses fruits. Mais cela va durer que 2 ans. Mais c'est en 1984, à l'âge de 44 ans, que Phil Knight va réussir le coup de sa vie. Ce qui va lui permettre enfin de rejoindre le géant Adidas. Et c'est grâce à un sportif inconnu du grand public, issu des quartiers noirs de l'Amérique. Son nom, c'est Michael Jordan. En 1984, Michael Jordan signe un nouveau contrat avec Chicago Bulls pour jouer dans la ligue NBA. Et c'est grâce à lui que les baskets vont se démocratiser aux États-Unis. Les baskets s'imposent alors comme une chaussure de tous les jours. Et Nike devient le leader du marché américain devant Adidas et Puma. Un grand succès. Mais ce qui a fait son succès va devenir son pire cauchemar en 1998. C'est-à-dire fabriqué en Asie et moins cher. Une soudaine prise de conscience révélée par un journaliste. Le travail des enfants au sein des usines de Nike. Les Américains sont écœurés. Les magasins se vident et les ventes s'effondrent. Une crise qui oblige Phil Knight à réagir. En un an, son chiffre d'affaires est divisé par 2. Les conséquences sont désastreuses. Donc pour réagir, il va prendre une grande mesure. Une mesure spectaculaire. C'est-à-dire, il a instauré un code de bonne conduite que doivent respecter tous les fournisseurs de Nike. Résultat, l'image de Nike est restaurée. L'objectif est atteint. Et après 4 ans d'efforts, la tempête est finalement passée. C'est comme ça l'entreprise qu'il a fondée, avec un prêt de $50 de son père, vaut aujourd'hui plus de 50 milliards de dollars. En 1983, Phil Knight a fait une surprise à la créatrice du logo de Nike. Il lui a offert une bague en or avec des diamants qui forment le logo qu'elle a créé. Mais ce n'est pas tout. Il lui a offert également des actions de l'entreprise Nike d'une valeur de la moitié d'1 million de dollars. Un cadeau à la hauteur de son accomplissement. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de ce livre. La première leçon, c'est de bien s'entourer. L'importance de votre entourage. John Kennedy disait, l'art de la réussite, c'est savoir s'entourer des meilleurs. La deuxième leçon, c'est sur les méthodes de management de Phil Knight. Il a repris plusieurs fois dans ce livre la citation du général Patterson qui dit « Ne dites pas aux gens comment faire les choses, dites-leur quoi faire et laissez-les vous surprendre avec les résultats. » La priorité de Phil Knight était d'embaucher des personnes et les laisser libres d'être elles-mêmes. John Adam disait « Chaque problème est une opportunité déguisée. » Il ne faut pas te décourager et abandonner lorsque tu rencontres des problèmes en entrepreneuriat. Parce qu'un problème peut être une bénédiction cachée. Il faut voir les choses de manière positive.
Il a utilisé plusieurs citations dans ce livre, comme par exemple, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. Une citation de Confucius. Vous ne pouvez pas parcourir le chemin sans devenir le chemin lui-même. Une citation de Bouddha. Et pour finir, il dit, il faut avoir la volonté de toujours s'améliorer parce que la vie, c'est la croissance. On grandit ou on meurt. Et ça me rappelle la citation de Benjamin Franklin qui dit, l'investissement dans la connaissance est celui qui rapporte le plus d'intérêt. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une autre vidéo.